Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion Destination Monte-Carlo, nous serons en compagnie de Jacqueline de Bernardi, de l'association monégasque pour la protection de la nature. Destination Monte-Carlo. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Jacqueline de Bernardi, bonjour et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, rappelons que vous êtes la présidente de l'AMPN, l'association monégasque pour la protection de la nature. Alors, depuis la création de l'association, quels ont été les principaux points forts à travers le temps jusqu'à aujourd'hui ? Il y en a eu beaucoup parce qu'en fait, le premier élément, à l'origine, en fait, le point fort, c'était de préserver l'herbier de Posidonie. Là, je parle de la réserve du Larvoto. Le constat aujourd'hui, c'est que dès l'instant où on a une zone qui est protégée, qui est interdite à la navigation, en ce qui concerne l'herbier tout du moins, l'herbier peut évoluer librement. Le constat aujourd'hui, c'est que il n'a pas régressé, contrairement à ce qui se passe dans certaines zones, puisque les ancrages des bateaux, par exemple, sur le littoral, provoquent de nombreux dégâts pour l'herbier, pour les nacres également. Et donc non seulement il n'a pas régressé, mais surtout il a progressé vers le large, ce qui montre que les actions qui ont été menées de préservation sont efficaces. Après, il a fallu, parce que c'est un fond sablo-vaseux, sur lequel, alors potentiellement, on pourrait dire qu'il n'y a rien. En fait, non, il y a de la vie partout. Mais c'est vrai que ce fond est relativement plane. Donc, la deuxième étape, ça a été d'immerger de nombreux récifs artificiels, si bien que ça a permis de constituer de nouveaux substrats, de nouveaux habitats, en fait, sur lesquels bien des diverses espèces de poissons, d'invertébrés ou autres ont pu venir se fixer ou habiter et trouver des lieux privilégiés pour évoluer et se reproduire en toute liberté. Donc ça a permis d'augmenter la population de poissons. Aujourd'hui, on a par exemple des mérous qui ont une taille considérable. Je vais éviter de dire où on les trouve en particulier, mais c'est vrai qu'on a une forte population d'espèces, de mérous, de chapons et autres, qui montrent bien que ces nouveaux habitats qui ont été créés ont permis effectivement à la faune de se reproduire de manière plus dense que dans un milieu non protégé. D'accord. Après, on a effectué des expériences de coralliculture. En fait, le corail en Méditerranée comme ailleurs n'est pas une espèce à proprement parler menacée. Ceci dit, c'est une espèce qui pourrait l'être économiquement, puisque le corail est récupéré pour en faire des bijoux ou autres. Et là, l'idée, c'était de tenter cette expérience et de construire des grottes à corail, de les immerger à une profondeur relativement importante dans des zones ombragées et voir s'ils pouvaient se reproduire. Donc en fait, ça a été une opération, on a réalisé du bouturage et les résultats là aussi ont prouvé qu'on peut faire de la culture de corail. Après, ce sont des expériences qui nécessitent des conditions particulières et c'est vrai que cette expérience-là, à un moment donné, a été abandonnée parce que ça a été fragilisé par les fortes chaleurs. Après, c'est vrai que régulièrement, les problèmes de suspension ou autres en mer, les sédiments qui peuvent évoluer ou qui peuvent remuer régulièrement, peuvent avoir des interférences et empêcher le corail de se développer. Ceci dit, on va les remettre en route parce que c'est vrai que c'est très intéressant et ça concerne évidemment les scientifiques qui veulent véritablement poursuivre ce type d'opération. Après, ce qui a été important aussi, c'est le suivi des nacres, puisqu'aujourd'hui on a une densité de nacres qui est beaucoup plus importante qu'en milieu non protégé. Elles sont protégées, elles sont régulièrement balisées, comptées, et qui montrent qu'effectivement, à ce niveau-là, la réserve se porte bien, parce que il y en a actuellement, je crois, balisées, c'est-à-dire suivies, à peu près 650. Je pense qu'on peut considérer qu'on en a sur l'ensemble de la réserve 3 ou 4 fois plus.
Ça, c'est énorme parce qu'en plus, elles vivent très bien là-bas. Donc ça, c'est vraiment des opérations majeures auxquelles on adjoint régulièrement le nettoyage des fonds systématiques, même si comparativement à d'autres zones du littoral, on a des fonds relativement propres. Nous, on récupère parfois des choses qui sont au fond, qui sont drainées par le courant Ligure. On peut dire que les fonds de la réserve sont assez propres. Destination Monte-Carlo. Alors, des scientifiques venus de plusieurs pays, avez-vous eu des échanges avec ces personnes? Sont-ils optimistes pour l'avenir? Et quelles sont les solutions à mettre en place s'il y a solution? Je crois que là, déjà, ils sont très optimistes parce qu'ils voient que nous servons de modèle, en fait, il faut vraiment avoir en tête que nous avons une réserve urbaine qui a été créée. Ça montre qu'avec de bonne volonté, une attention permanente, on peut effectivement protéger l'environnement et tenter des actions de préservation du littoral et des espèces. L'idée, c'est qu'on multiplie ce type de réserve, puisque là, actuellement, par exemple, par rapport à Monaco, il y a la réserve de Roquebrune, il y a la réserve de Beaulieu. Une réserve est en pourparlers au niveau de Cap d'Aille. Ce qui intéresse les scientifiques, c'est que ces aires marines protégées se multiplient de manière à augmenter en fait ce qu'on appelle l'effet réserve, c'est-à-dire que les poissons qui sont dans une réserve sont à l'abri, ils peuvent se reproduire facilement, les larves de poissons sont disséminées à l'extérieur des réserves puisqu'il n'y a pas de frontières, et ça augmente sur le littoral les populations de poissons. Donc là, ils sont très, très optimistes par rapport à ça. Après, il faut toujours être vigilant parce que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est une attention quotidienne et c'est surtout des modalités de gestion particulières qui nécessitent de s'orienter vers des plans de gestion à long terme avec des objectifs précis, des objectifs surtout scientifiques très rigoureux, en mettant en place les différentes opérations ou les différents éléments de recherche d'améliorer la gestion d'une aire marine protégée, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire dans un milieu très naturel comme en Corse avec la réserve de Scandola, ou dans un milieu urbain. Donc les résultats sont positifs, encourageants et tout le monde a envie de s'y mettre et de poursuivre ce genre d'action puisque c'est vraiment quelque chose qui est préconisé à l'échelle française ou européenne. C'est parfait. Alors, sur votre site, j'ai vu qu'une équipe de journalistes sont venus tester les nouveaux détendeurs MK25 Evo dans l'aire marine protégée du Larvoto. Vous avez quelques explications à nous donner? En fait, nous, notre objectif, c'est de médiatiser systématiquement l'aire marine protégée du Larvoto. Il n'est pas si facile de venir y plonger, donc on accueille régulièrement des journalistes. Et là, en fait, on faisait une double opération. Il y avait un test de détendeur, puisque c'était dans le cadre du matériel de Scuba Pro, puisque nous sommes heureusement sponsorisés par la société Scuba Pro, qui est notre partenaire, qui met à disposition son matériel, parce qu'ils ont bien pris conscience de l'intérêt de nous aider. Et ils voulaient tester ces détendeurs dans la réserve, dans le cadre d'une plongée. Donc ça nous a permis parallèlement de présenter aux journalistes tout ce qu'on y trouve. Et c'est vrai que les récifs artificiels, c'est très particulier. Donc c'était un coup double en fait, autant médiatique que technique pour le matériel de plongée, puisque nous en bénéficions régulièrement au quotidien quand on plonge nous-mêmes. Il n'y a pas que des journalistes qui plongent, il y a aussi un compère. C'est un bon plongeur. Ah, écoutez, on s'est régalé puisque le 20 octobre au matin, pour montrer son attachement à notre association et aux aires marines protégées de Monaco, donc de son pays, il est venu plonger avec nous, avec les membres de l'association et avec des représentants de chaque entité intéressée par le domaine de l'environnement à Monaco. Donc il y avait d'autres clubs de plongée, il y avait Pierre Frolat qui a pris en charge la plongée. Donc c'est vrai que c'était extraordinaire. Il y avait Monsieur Calcagno du Musée océanographique. On a tous plongé ensemble. Ça a été vraiment un grand moment de bonheur, de partage. On est allé immerger, le prince et moi-même avons descendu ensemble un bouquet sur ce qu'on appelle le récif commémoratif, qui porte une plaque en hommage à mon père, puisqu'en fait c'est mon père qui a créé les réserves il y a 40 ans. Alors c'était aussi très émouvant, vraiment très 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 agréable, et ce qui montre bien qu'il est profondément attaché à nos actions, profondément attaché à nos réserves, et pour nous c'est vraiment un soutien qui fait plaisir en plus, parce qu'il est très fier de ce qu'on fait, et il était
tellement heureux de plonger, ça a été vraiment extraordinaire. Jacqueline de Bernardi, on marque une pause dans Destination Monte-Carlo. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion, infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Destination Monte-Carlo. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours Destination Monte-Carlo, toujours en compagnie de Jacqueline de Bernardi de l'association monégasque pour la protection de la nature. Alors, nous allons développer ensemble plusieurs points concernant l'association monégasque pour la protection de la nature. Pour commencer, les activités liées à la gestion des aires marines protégées. Alors, une aire marine protégée fonctionne de manière très efficace si elle est correctement gérée. Jusqu'à présent, nous la gérions le mieux possible, conjointement avec des actions menées par la direction de l'environnement, c'est-à-dire au niveau de l'État. Ceci dit, il manquait véritablement un point central, c'est-à-dire un point de départ, et notamment la mise en place d'un plan de gestion, comme ça se fait dans toutes les aires marines protégées, pour être beaucoup plus performant et qu'il soit un outil véritablement de protection de l'environnement. Et donc depuis l'année dernière, nous avons nous-mêmes au niveau de l'association mis en place un conseil scientifique avec des membres qui appartiennent à des universités, ce sont de grands universitaires, qui couvrent l'ensemble des thématiques dont on a besoin pour une gestion raisonnée d'une aire marine protégée. Donc à côté de ce conseil scientifique, nous avons lancé une première ébauche de plan de gestion, et là, c'est en train de se mettre en place, puisque progressivement, ce sont les modalités de gouvernance de ces réserves qui vont être un petit peu différentes. L'association sera toujours gestionnaire des réserves, et on va faire ça aussi avec l'État, la Fondation Prince Albert II de Monaco, le musée océanographique de Monaco, le centre scientifique de Monaco, de manière à déterminer quels sont les objectifs à atteindre et concilier en même temps protection de l'environnement et la gestion des usages, c'est-à-dire les activités humaines. De ce fait, ça s'est professionnalisé, c'est ça que j'allais dire, puisque en ce qui me concerne, j'étais présidente de l'association et j'ai été nommée directeur. Alors je suis soutenue par la Fondation Prince Albert II de Monaco. J'ai été nommée directeur pour être en charge de la gestion au quotidien, même plus qu'au quotidien, puisque ça prend énormément de temps, mais c'est passionnant. D'accord. Alors y a-t-il aussi des activités en lien avec la recherche scientifique ? Alors ça, c'est une évidence, puisque c'est du domaine de l'environnement, c'est l'environnement marin, donc il faut lancer des projets, il faut les suivre. Nous-mêmes, alors au niveau associatif, on a recommencé l'année dernière, puisque ça s'est fait pendant de longues années du temps de mon père, puisque c'est lui qui a créé les réserves. On a recommencé à financer des stages, puisqu'on a deux étudiantes du laboratoire Écomer de l'université Nice, Sophie Antipolis, qui ont fait chacune un stage, une sur l'évaluation de la complexité des récifs artificiels, et une autre sur le biofilm, qui est la première couche de vie, si vous voulez, qui se dépose sur des substrats artificiels, de manière à voir comment ça évolue et à identifier en même temps quel est le meilleur substrat pour optimiser les peuplements. Plus on va diversifier l'habitat, plus on va le rendre complexe, plus il va mimer l'environnement naturel, puisque l'environnement naturel n'est pas lisse. Et de ce fait, ça permettra plus tard d'optimiser des types de récifs qui favoriseront les peuplements. Destination Monte-Carlo. Donc ça, c'était vraiment au niveau associatif. Toujours à ce niveau-là, on a mis en place des suivis de l'état des herbiers de Posidonie dans la réserve du Larvoto et en périphérie, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas qu'à Monaco. On va aussi sur les zones françaises, Roquebrune, Cap d'Aille, puisqu'ils sont vraiment très proches de chez nous. Nous avons également mis en place les mêmes types de suivis sur les peuplements de poissons à Monaco et en périphérie. Et pour ces suivis, notamment, on a formé les plongeurs locaux à la science participative. Ils ont été initiés à une méthode qui est extraordinaire, qui est la méthode FAST. Et c'est une méthode qui est destinée à apprendre à compter les poissons
Alors ça peut paraître particulier parce que les poissons, pour les compter, c'est un petit peu complexe, surtout quand on a des bandes castagnoles où elles sont très nombreuses. En fait, on leur a créé des fiches d'identification immergeables avec les photos et les noms des espèces. Et à côté, ils ont les tablettes qui sont les tablettes habituelles des plongeurs sur lesquelles on peut prendre des notes. Et chaque poisson repéré, on doit noter, si on l'a vu, et du moment qu'on l'a vu, mais quel que soit le nombre, on précise sa taille, grand ou petit, par rapport à une moyenne qui est indiquée sur les tablettes. D'accord. Et ça permet aux plongeurs, c'est-à-dire vraiment dans le cadre de la plongée loisir, de s'approprier un milieu et de voir son évolution, puisque ces données sont par la suite transmises au laboratoire de Nice. Elles sont analysées, synthétisées et elles sont rendues aux plongeurs. Ça veut dire qu'ils participent véritablement, déjà d'un point de vue personnel, ils plongent différemment. Ils ont toujours la notion de plaisir, mais en même temps, ils ont la notion de participation dans le cadre de la recherche. Et pour les chercheurs eux-mêmes, ça leur permet de récupérer des données qui sont très très importantes parce qu'ils n'ont pas le temps d'être tout le temps sous l'eau et d'aller à la pêche aux données et non pas à la pêche aux poissons. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé. Et justement, le lancement de cette science participative s'est agrémenté d'un autre projet qui s'appelle le projet EcoCIMED. Oui. Et ce projet, on s'est rendu compte que tous les usagers de la mer, c'est-à-dire qu'on soit plaisancier, qu'on soit baigneur, plongeur, apnéiste, font des observations. Et c'est vrai que quand on observe quelque chose, aujourd'hui on utilise régulièrement les réseaux sociaux et on a envie de partager. Or, ce partage va chez tous nos amis, mais à aucun moment il n'est récupéré par les chercheurs qui ont besoin de ces données. Donc l'idée, c'est de créer une plateforme sur laquelle les usagers vont pouvoir transmettre les observations qu'ils auront faites. Les observations, ça peut être, tiens, j'ai vu telle espèce en plongée, telle nouvelle espèce, ou une espèce un petit peu particulière, donc ils peuvent joindre des photos. Et ces données sont toutes récupérées et traitées, et là aussi rendues, mais c'est un grand service qui est rendu avant tout à la science. Donc, en plus du plaisir d'y participer, donc on a lancé ça, et ça va très très bien fonctionner. Donc ça, c'est un gros avantage. Et on a participé également à l'étude du génome de la Grande Nacre. C'est une étude qui est menée, soutenue financièrement par la Fondation Prince Albert II de Monaco, et qui souhaitait justement que ces études soient faites pour savoir comment les nacres évoluent, quels sont leurs milieux, quelles sont leurs différences, et voir s'il y a des liens et comment elles peuvent aussi se disséminer et se retrouver dans des zones périphériques ou même plus loin. Donc nous avons fait analyser... c'était des petits prélèvements d'1 millimètre parce que c'est une espèce protégée, donc certaines nacres pour l'étude ADN. Alors ça fonctionne bien, les partages sur les réseaux sociaux? Comment réagissent les gens? Les gens réagissent très bien. Ne serait-ce que l'année dernière, on a lancé des fiches signalétiques pour 2 espèces de poissons, un c'est le poisson flûte et un c'est le poisson lapin. Le premier, le poisson flûte, est inoffensif s'il arrive sur nos côtes, et il y est déjà, il se balade un petit peu partout en Méditerranée. Le deuxième, c'est le poisson lapin, ce sont des espèces qu'on appelle espèces lesseptiennes parce qu'elles franchissent le canal de Suez. Et notamment pour le poisson lapin, c'est un herbivore. Donc dès l'instant où il passe quelque part, ce sont des gros bancs de poissons. Ils broutent tout ce qui est sur leur passage. Et s'il n'y a plus de flore, automatiquement, la faune disparaît aussi. Donc quand on a lancé ces fiches signalétiques, bon nombre de plongeurs ont réagi, notamment pour le poisson flûte, mais d'autres auraient pu transmettre des informations sur le poisson lapin, et ça permet effectivement de mettre en place des états de veille, de vigilance, et les gens adhèrent totalement à ça. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire parce que ça passionne tout le monde de pouvoir partager et de pouvoir avoir un retour surtout sur les observations personnelles. Et nous, dès qu'on lance des projets, même sur notre page Facebook, les gens adhèrent, que ce soit pour des événements qu'on organise ou tout simplement pour de la communication par rapport à certaines espèces. Donc ça marche très très, très bien. Jacqueline de Bernardi, on marque une pause dans Destination Monte Carlo. On revient dans quelques instants. À tout de suite.
Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. Destination Monte-Carlo. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours Destination Monte-Carlo, toujours en compagnie de Jacqueline de Bernardic de l'association monégasque pour la protection de la nature. Alors on parlait d'Ecocimède il y a quelques instants, on pourrait expliquer ce qu'est Ecocimède pour les personnes justement qui n'ont pas écouté les précédentes émissions. Oui, c'est ce que je disais, donc Ecocimède, l'objectif, c'est vraiment, via l'AMPN et en partenariat avec le laboratoire Ecomer, de développer ces actions de sciences participatives grâce aux réseaux sociaux. Donc, on va mettre en place des protocoles d'acquisition des données par les plongeurs. C'est-à-dire que quand vous faites une observation, il est impératif qu'elle soit cadrée, c'est-à-dire que tout le monde fasse les observations en précisant le milieu, la température de l'eau, par exemple, plus ou moins l'heure approximative, puisque les prédateurs ont des heures de sortie, par exemple. Donc, en précisant tout ça, c'est récupéré sur cette plateforme collaborative, donc sur la page Facebook Ecocimède, qui a été créée, et après, les protocoles de traitement de données par Ecomer ont déjà été mis en place, et tout ça sera synthétisé. Donc, c'est l'exemple type, c'est pour les espèces lesseptiennes qui seront suivies de manière très efficace. Alors un troisième point, c'est l'intégration des aires marines protégées de la principauté dans un réseau de réserves. Expliquez-nous. Alors ça, c'est très important. Alors Monaco, c'est un petit État. Nous avons 2 réserves, mais petites, puisque la réserve du Larvoto a une superficie de 33 hectares et la deuxième a une superficie de 2 hectares, puisqu'elle est là pour protéger le tombement coralligène de la principauté. Et dans notre pays, il n'y a pas d'autres réserves. Et chez nous, comme ailleurs, des réserves isolées fonctionnent moins bien que des réserves qui travaillent en réseau. Nous avons de proches voisins. Par exemple, à Roquebrune-Cap-Martin, il y a aussi une réserve, qui est une réserve de pêche, c'est-à-dire où tous les prélèvements de pêche sont interdits, comme chez nous, puisque chez nous, ce sont des réserves intégrales également. Il y a à l'identique une réserve à Beaulieu, il y a un projet de réserve à Nice, il y a déjà des réserves à Cagnes-sur-Mer, près de Valoris. Donc l'idée, c'est sur le littoral Monaco et les Alpes-Maritimes, de travailler en réseau, tout simplement parce que ça permet de renforcer ou de mutualiser les moyens pour les suivis scientifiques. Ça permet d'accroître la surveillance. Alors nous, par exemple, au niveau de notre association, on est très très proche de la réserve de Roquebrune-Cap-Martin. Et de fait, donc quand on s'éloigne, puisque quand on va voir un petit peu ce qui se passe en périphérie, quand on passe au niveau de la réserve de Roquebrune, automatiquement, quand des gens sont ancrés dans la réserve, on leur demande gentiment de mouiller leur bateau ailleurs, tout simplement parce que ça détruit les fonds, les récifs artificiels et la posidonie. Ouais. Donc l'objectif, c'est de créer à l'échelle locale un véritable outil intégré, en tout cas pertinent et durable, de gestion de la zone côtière, et avec des suivis scientifiques coordonnés, un dialogue véritable et continu entre les gestionnaires. Et par la même occasion, ça permet aussi de renforcer la notion d'appropriation par les usagers. C'est toujours, par exemple, la science participative pour les plongeurs. C'est aussi au niveau des pêcheurs, par exemple, de bien leur faire comprendre que c'est vrai que souvent on dit mais les pêcheurs vont récupérer beaucoup trop de captures de pêche. Ouais. Mais si les gens comprennent mieux, parce qu'il y a une meilleure communication que on peut pêcher de manière durable en fonction des saisons certaines espèces, si nos moyens sont mutualisés à l'échelle de ces petites aires marines protégées qui sont de petite taille et qui se situent en milieu urbain, plus les moyens sont mutualisés, plus l'information est commune,
et plus ça permet justement d'avoir un dialogue commun et porteur au niveau des usagers. Ça permet aussi de développer certaines recherches, notamment sur la connectivité entre les aires marines protégées, puisque les poissons ne sont pas emprisonnés, et les larves sont disséminées, les juvéniles aussi, donc tout ça, donc c'est un type de recherche qu'on peut mettre en place. On peut mettre en place des suivis communs des espèces patrimoniales, comme le corbe ou le mérou. Ça se fait dans le cadre du groupe d'études du Mérou, donc on le fait déjà à Monaco. Ça se fait aussi ailleurs, dans d'autres aires marines protégées ou dans d'autres régions. Mais c'est vrai que ça nous permettrait d'avoir une véritable vision de l'évolution du milieu. Ça, c'est très important. Destination Monte-Carlo. Donc ça, c'est l'intégration au niveau local. Donc c'est le fameux réseau RAMPAM qu'on a développé, pour lequel d'ailleurs on a déposé un projet auprès de la Fondation UNIS, de manière à bénéficier de financement, puisque c'est un projet qui permettrait de mettre en place un chercheur sur une durée de 3 ans pour tout coordonner. Et après, ça c'est depuis l'année dernière, j'avais fait des démarches auprès du MEDPAN. Le MEDPAN, c'est une association qui regroupe tous les gestionnaires d'aires marines protégées de Méditerranée. Et l'intérêt de participer, d'être membre du réseau MEDPAN, puisqu'on n'était pas préalablement, ce sont des lieux d'échange et surtout, ce sont des lieux privilégiés pour faire connaître ce qui se fait dans une AMP, comme les nôtres par exemple. Destination Monte-Carlo. Alors nous allons rappeler les objectifs de l'association monégasque, les grands objectifs. En fait, il y a eu les objectifs initiaux, c'est de gérer les aires marines protégées de la Principauté, puisqu'il y a celle du Larvoto qui fait 33 hectares que j'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi celle du Temps-Vélu qui fait 1,9 hectare de superficie. Alors la première, celle du Larvoto, est destinée à préserver l'Arbiposidonie, l'autre à protéger le tombe coralligène. Donc nos objectifs, c'est de gérer ces aires marines protégées, de propager parallèlement l'idée de protection de l'environnement, d'encourager toutes les actions menées en ce sens, de sensibiliser la population, de motiver un petit peu tout le monde aussi pour nous aider, puisque nous n'avons pas de subvention, donc plus on est aidé, plus les gens sont sensibilisés, et plus on obtient de financement, et donc plus on peut s'orienter vers une meilleure gestion et plus de recherche. Donc ça, ce sont les objectifs majeurs de l'association, et de récupérer aussi de nombreux bénévoles, plongeurs ou non plongeurs. C'est vrai qu'on effectue également des opérations de reboisement des communes limitrophes. Donc même si on ne plonge pas, on peut aider. Et c'est vrai que ça fait une dynamique commune. Ici, c'est bien ancré dans les esprits. Cette association existe, les réserves existent, et c'est de montrer aux gens avec de petits moyens, mais avec beaucoup d'efforts, on arrive à quelque chose. Et effectivement, ça marche. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui s'intéressent à toutes ces recherches, à la protection de l'environnement? Est-ce que vous auriez un message à leur adresser? Je pense que déjà, le premier message, c'est de nous suivre. On peut suivre les différentes actions qu'on fait tout au long de l'année, puisque nous avons une page Facebook dont l'intitulé total, c'est Association monégasque pour la protection de la nature. Nous avons aussi un site internet, c'est www.ampn-nature-monaco.com. Ça, c'est déjà nous suivre. Certains peuvent participer activement, devenir membre de l'association et nous aider, parce que nous aider, c'est pas simplement, c'est ce que les gens doivent bien avoir à l'esprit. On ne travaille pas, on ne s'investit pas que pour Monaco, on s'investit aussi pour nos voisins, et on s'investit pour l'environnement et les générations futures. Donc tout le monde peut aider matériellement, concrètement, en venant sur le terrain avec nous. Peut aider aussi par les observations, par exemple Écocimètre tout à l'heure, en allant sur ce site, en disant tiens, moi j'ai vu ça. Et les gens peuvent aussi aider financièrement, c'est-à-dire que on a tous besoin, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc on a tous besoin d'argent, de subventions. C'est un appel aux dons si les gens veulent le faire. Après, ça peut être aussi par le biais de la Fondation UNIS pour le projet RAMPAM, parce que ça débute, donc il faut mettre en place tous les réseaux et les activer pour que les gens donnent, pour que les sociétés donnent aussi. Je pense que tout le monde doit avoir conscience que la protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous, et que de ce fait, chacun peut s'engager à son niveau. Ça peut être 1 heure de temps, ça peut être des semaines de temps, et ça peut être 1 euro, 10 euros, et beaucoup plus. Donc,
Et en même temps, faire un petit peu attention. Moi, je vois par exemple la problématique des déchets. C'est une problématique à laquelle on est régulièrement confronté. Ça ne se situe pas que chez nous, ça se situe partout. Faire tout simplement attention. Tout à fait. Voilà. Alors nous allons rappeler le site internet www.ampn-nature-monaco.com. Jacqueline de Bernardi, merci et bon courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. D'accord, merci beaucoup, au revoir. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.